C'est parti pour la vaccination Covid-19 en Isère. 5000 personnes concernées pour le moment, les plus de 75 ans dans les EHPAD et unités de soins de longue durée et les personnels de santé de plus de 50 ans. Un immeuble vide occupé depuis plus de 3 semaines dans le quartier de l'Abbaye à Grenoble. Le DAL attaque la mairie qui demande au préfet de le transformer en hébergement d'urgence. Et puis chez Bruno et compagnie, on plie la tôle comme d'autres font des avions en papier. Avec une politique d'investissement ambitieuse, l'entreprise familiale de Domaine garde le cap. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 5 janvier 2021. 15 minutes pour retrouver l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. L'Isère compte désormais 1 263 563 habitants selon les derniers chiffres du recensement de l'INSEE, avec un compteur arrêté en 2018. Un peu plus de 2000 habitants gagnés pour la métropole grenobloise entre 2013 et 2018, avec une population de 445 000 individus. Dans le département, plus de 100 000 personnes sont âgées de 75 ans et plus. Parmi elles, une petite partie qui pourront accéder à la première vague de vaccination contre le Covid-19, puisqu'elle ne touchera dans un premier temps que 5 000 personnes. Les premières injections ont débuté lundi dans 6 structures. Les personnels de santé de plus de 50 ans sont également concernés. Laurie Baillet. Après des mois de lutte contre la maladie, l'Isère a débuté le 4 janvier dernier sa campagne de vaccination. La priorité est donnée aux personnes âgées, aux plus fragiles et aux soignants de plus de 50 ans, issus du secteur public ou privé. Et c'est le centre hospitalier Grenoble-Alpes, établissement pivot pour le territoire, qui stocke les vaccins et coordonne leur distribution. Les vaccins que l'on utilise en ce moment sont des vaccins qui nous arrivent congelés. Et donc on a une logistique pharmaceutique qui est assez complexe à gérer. Donc les vaccins vont être stockés dans des congélateurs qu'on appelle super congélateurs à moins 80. Et ensuite on a une phase de décongélation avant que ces vaccins puissent être mis à disposition du personnel soignant pour administration aux patients ou au personnel de santé. La vaccination en elle-même reste assez simple. Bien évidemment une phase de recueil d'informations en préalable à la vaccination, une vaccination effective et une surveillance de 15 minutes pour s'assurer que tout se déroule bien. Actuellement, plus de 150 personnes sont vaccinées par jour ici, au cœur du CHU, dans ce centre temporaire. Ce vaccin, aujourd'hui, est une arme absolument fondamentale pour lutter contre l'infection en cours. Quant à la vaccination en elle-même, au moment où on la pratique, il n'y a bien évidemment aucun effet. Je vois beaucoup de monde dans mon activité, j'ai plus de 50 ans, je préfère me vacciner même si on parle de petites fièvres ou de choses comme ça, mais ça ne me pose aucun problème. Par contre, je serai rassuré pour l'avenir. L'espoir est là et le soulagement pour nous, personnel de santé, pour la population, reste le maître mot et qu'on puisse effectivement sortir de cette pandémie et être en capacité de faire notre métier de soignant de façon aussi plus facile. Ce pôle vaccination va s'installer définitivement d'ici à la fin du mois de janvier au pavillon Élysée-Châtain près du tramway. L'occasion d'accélérer la cadence et d'effectuer plus de 400 vaccinations par jour. Le ministre de la Santé l'Isérois Olivier Véran a annoncé ce mardi matin que la stratégie de vaccination allait accélérer avec très rapidement la vaccination aux pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans, mais surtout avant la fin du mois de janvier pour les plus de 75 ans résidant à domicile. Alors que la probabilité que le gouvernement autorise la réouverture des remontées mécaniques le 7 janvier semble s'éloigner à grands pas de patineur, Domaine skiable de France, dans un communiqué, propose que les situations sanitaires des départements de ski soient évaluées au cas par cas pour permettre, le cas échéant, des réouvertures dans des temps différents. Mais dans tous les cas, il l'espère, avant les vacances de février qui doivent débuter pour notre zone le 6 février. Dans son communiqué, le syndicat professionnel précise également que les études montrent que les vacanciers seront principalement des habitants des départements limitrophes. Autrement dit, peu de risques de brassage trop important de la population. La réponse du gouvernement viendra peut-être à l'issue du prochain conseil sanitaire de mercredi. Depuis le 9 décembre, une cinquantaine de personnes, des familles et des hommes seuls, sans abri jusque-là, occupent un immeuble dans le quartier de l'Abbaye à Grenoble, soutenu notamment par le DAL, droit au logement. Le 7 place Bonnevay fait partie d'un ensemble sur lequel un projet de réhabilitation est prévu, porté par la ville, la métropole et l'aménageur Sagesse. Nicolas Béron-Pérez, bonsoir.
Bonsoir. Et vous êtes conseiller municipal à Grenoble, délégué au logement et vice-président à la métropole au logement, à l'habitation et à l'hébergement. Si vous voulez bien, je vais continuer le résumé des faits. Alors au début de l'occupation, comme dans les immeubles encore occupés, mais eux légalement, il y avait le chauffage, l'eau, l'électricité. Et puis les derniers locataires de ces immeubles sont partis et le 21 décembre, tous ces flux ont été coupés par Actis, qui est toujours gestionnaire, même si ces immeubles ont été vendus à l'établissement public foncier local. Alors, vous êtes vice-président d'Actis. Est-ce que j'ai bien résumé la situation? Oui, vous avez bien résumé la situation. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les associations disent que Actis, en tout cas une partie d'Actis, vous êtes vice-président d'Actis, il y a une Bien part sûr. importante de la ville. Actis n'aurait pas dû couper ces flux avec des personnes à l'intérieur. Plusieurs éléments. Tout d'abord, c'est que ces logements ont une vocation à être des logements publics, à vocation sociale, donc à avoir une orientation précise sur les questions des personnes qu'on y loge. Voilà, et ça passe justement par des commissions d'attribution. Donc il y a une problématique qui est le fonctionnement d'Actis, dont les finances ont été durement éprouvées par l'impact de la loi Elan, qui modifie structurellement les orientations nationales vis-à-vis de la production de logements publics. Donc ça, c'est un élément. Ensuite, le dernier occupant est parti de ces logements. Donc, c'était pas dans cet immeuble, c'était un autre immeuble, mais le chauffage, c'est un réseau commun. Voilà, le chauffage est un réseau commun, le raccordement est commun. Néanmoins, ils n'ont jamais été chauffés à vide. Ils ont été chauffés parce qu'il y avait des locataires d'Actis dedans. Et donc, du coup, chaque locataire, au fur et à mesure qu'on avait les possibilités de relogement sur d'autres parties du secteur, il y a une charte de relogement pour les habitants. Au fur et à mesure, les fluides étaient coupés. Voilà. Et donc, du coup, ça ne fait pas 4 ans que c'est chauffé à vide. Voilà, parce que quand les personnes sont arrivées, c'était chauffé. Début décembre, en tout cas, c'est... Non, ce n'était pas chauffé. Il y avait de la lumière, on va voir quelques images. Il y avait les fluides qui étaient accessibles. Néanmoins, lorsque le droit au logement est intervenu, nous avons posé la question à 2 reprises, à plusieurs fois, pour savoir quelle était la typologie des personnes qui étaient occupantes. Voilà. Et donc, je rappelle, c'est en fonction de ces éléments-là, qui sont transmis à des travailleurs sociaux, que l'on peut enclencher certaines choses pour justement la mise à l'abri, etc. Tant qu'on n'a pas ces éléments structurels de qui sont les familles, quelles sont les problématiques qui sont liées, on est dans l'incapacité d'avancer. Et ça, les associations droit au logement notamment ne vous les ont toujours pas fournies, ces informations? Non. Les associations, l'association et les militants du droit au logement ont fourni une liste qui était inexploitable par nos travailleurs sociaux, donc qui sont tenus au secret professionnel, pour savoir exactement quels étaient les types de problématiques qu'elles rencontraient. Oui. Lorsque nous avons rencontré à 2 reprises, une fois sur place et une fois dans une délégation officielle, le droit au logement, au fur et à mesure, les problématiques étaient différentes. Donc, qu'ils amenaient sur... voilà, il y a différentes problématiques. Et on a commencé à voir pendre du doigt que les problématiques étaient liées à des problèmes structurels de mutation dans le parc de logement, ce qui est vrai, ce qui est indéniable. Et donc, du coup, nous, on a dit, on recevra aussi ces publics lors de la permanence qu'on propose avec des travailleurs sociaux pour répondre à ces besoins-là spécifiques. De l'autre côté, il y a les personnes qui sont dites sans droit ni titre, ou auxquelles la ville de Grenoble, ainsi que la métropole et ainsi que d'autres communes de l'agglomération travaillent pour trouver des solutions justement dignes de logement. Et donc, du coup, le DAL, qui est aussi un partenaire de travail sur d'autres thématiques, il travaille avec l'équipe juridique mobile dans l'ouverture de droit, le DALO, DAO, c'est ce qui est prévu, ce que nous faisons. Donc du coup, on se retrouve dans une situation dans laquelle on nous prend en porte-à-faux, dans laquelle d'autres choses sont portées au-delà, et l'unique chose que nous disons, c'est que nous essayons de trouver des solutions pour les publics. Mais pour ça, il faut qu'on ait des informations. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, a adressé il y a quelques jours une lettre au préfet de l'Isère pour demander que l'État reloge aussi ces personnes dans ces fonctions d'hébergement. Oui, en fait, il y a plusieurs problématiques. C'est que du coup, on sait qu'il y a des déclarations d'intention gouvernementale qui sont faites sur 0 personne à la rue. Ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a la traduction dans les faits. Le droit au logement
pointent du doigt que les situations d'hébergement sont dégradées, ne sont pas acceptables, qu'elles ne correspondent pas forcément aux besoins des populations en situation d'hébergement, ce qui est entendable. Et donc du coup, c'est pour ça que nous avons proposé, que moi j'ai proposé, éventuellement comme une sortie par le haut, de transformer le 7 rue Bonnevay, justement, en un centre d'hébergement hivernal. On a quand même un peu l'impression parfois que tout le monde surfile la patate chaude, son jeu de mots, puisque c'est aussi le nom d'une association. Oui, sur la question des populations roms. On va dire qu'il y a différentes problématiques. C'est que lorsqu'on rentre juste dans une séquence de friction ponctuelle, d'un rapport de force dans lequel il y aurait d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants, voilà. Soyons clairs, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, plus personne ne peut faire Ponce Pilate. Il faut se salir les mains. Mais en fait, il faut savoir créer les conditions où tout le monde se prend une part de solidarité. Et donc la question n'est plus de mettre en friction, la question est d'un récit collectif, car sur le droit au logement, beaucoup d'autres acteurs sont aussi en situation de difficulté. L'action sociale doit être remise au cœur des dispositifs. Et donc du coup, chacun doit pouvoir dire, ici s'arrête ma capacité d'accompagnement et je repasse le ballon à une autre personne, je repasse la situation à une autre personne. Et si le préfet refuse votre demande, qu'est-ce qui peut se passer? Nous, on espère, on pense qu'en fait, le préfet ne refusera pas, car ça correspond justement à des besoins structurels, justement pour loger des familles, comme ça a été pointé du doigt par le droit au logement. Donc un hébergement digne, voilà, qui correspond à des besoins particuliers, qui sont celles de familles, pour reconstituer un cocon. Et donc ça, voilà, on pense que ponctuellement, ça peut donner une situation positive. Merci beaucoup Nicolas Béron-Pérez. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à Grenoble au logement, vice-président à la métro, au logement, l'habitat et l'hébergement. Dans le futur projet de rénovation de l'abbaye, les garde-corps de balcon seront peut-être réalisés par l'entreprise Bruno et compagnie. C'est la spécialité de cette entreprise familiale installée à Domaine qui génère plus de 4,5 millions de chiffre d'affaires annuel en Isère et dans les Deux-Savoie. Ses clients, principalement des promoteurs privés et des bailleurs sociaux. Et puis leur avantage, c'est aussi une politique d'investissement importante pour rester performant. Charlotte Faulkner. Entreprise de métallerie depuis près de 60 ans, Bruno et compagnie est une société familiale installée à Domaine depuis plusieurs années. L'entreprise Bruno a été créée en 1962 par Antoine Bruno, qui l'a tenue jusqu'en 1979. Ensuite, ça a été repris par André Bruno, mon père, qui l'a tenu jusqu'au début des années 2010. Donc au début, mon grand-père a commencé avec 2 salariés et là, à l'heure actuelle, on est 30 personnes. Au début, on a commencé sur un bâtiment de 50 mètres carrés, dans une petite pièce et tout. Et là, à l'heure actuelle, on a 1500 mètres carrés de bâtiment et 200 mètres carrés de bureaux. Olivier Bruno est donc la 3e génération à diriger l'entreprise. À sa création, la société travaillait principalement sur des logements de promoteurs privés et a aujourd'hui bien agrandi son catalogue de clients. À l'heure actuelle, on travaille essentiellement sur, on va dire, sur des promoteurs privés et des bailleurs sociaux, à peu près équitables à 50%. Notre secteur d'activité, c'est l'Isère à peu près avec 60%, la Savoie 35% et à peu près 15% de la Haute-Savoie. Ce sont dans ces ateliers que les soudeurs créent toutes les constructions métalliques nécessaires au projet. Des projets qui peuvent nécessiter du travail allant d'1 an à 4 ans. L'activité de pliage, nous plions surtout pour des façadiers et des étancheurs. Donc c'est l'activité de pliage. Après l'activité de métallerie, qui est surtout liée à la construction de logements. Donc c'est tout ce qui est conception métallique, des balcons, des portes métalliques, des halls d'entrée, des pergolas, toute construction métallique. Depuis les 5 dernières années, le chiffre d'affaires de l'entreprise est en augmentation pour atteindre cette année 4,5 millions d'euros. Une année marquée par la crise sanitaire qui n'empêche pas l'entreprise de tourner à plein régime. Donc à l'heure actuelle, c'est vrai que sur l'impact, nous, sur le confinement, à part des retards qu'on a eu au niveau planning et tout, au contraire, on n'est pas trop confronté à l'effet Covid, on va dire, parce qu'on on travaille toujours à 100%, voire même 150% de notre activité. L'activité de l'entreprise est donc en constante augmentation, avec un carnet de commandes déjà plein pour les 2 années à venir.
Plus d'infos sur cette activité dans le dernier numéro de Classe Affaires, notre magazine Éco, à suivre ce mardi à 21h et mercredi à 13h. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. C'est Charlotte Faulkner que vous retrouverez mercredi soir. Excellente soirée à tous.